Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes pour cette séance de nouveau spéciale. Vous savez que nous sommes dans le cycle ABCD Honoré. Donc Christophe Honoré a programmé plus de 100 séances, 100 séances au Forum des images. C'était un programmateur invité qui s'est emparé complètement de cet objet qu'est la programmation, de cet art qu'est la programmation. Et donc il a imaginé cet abécédaire, A comme amour, B comme Bretagne et C comme critique. On est en plein dans cette semaine C comme critique. Donc il a imaginé pas mal de choses assez amusantes, dont cette rencontre assez inédite. Je crois que, alors de mémoire de cinéphiles et de festivaliers, je crois que c'est l'une des premières fois que l'on organise une table ronde, une rencontre autour de ce métier d'attaché de presse, métier de l'ombre, on va le voir. Et pour animer cette belle rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir alors quelqu'un qui a en plus qui a beaucoup mouillé la chemise, si j'ose dire, pour ce cycle, Christophe Honoré. Il avait fait notre cours inaugural. Nous sommes tous très honorés. Nous sommes très honorés, que vous pourrez voir en ligne. Et hier, il s'est prêté à un exercice également, dont peut-être il reparlera, où Christophe Honoré a simplement fait une sélection de papiers, de critiques qu'il aimait, et écrit il y a quelques années, et on confronte simplement cette critique d'il y a quelques années aux critiques qu'il a écrites en direct. Et on aura cette même type de rencontre tout à l'heure avec Lost Highway et Thierry Jousse. Voilà, j'accueille sans plus attendre, donc, Monsieur Gérard Lefort, voilà, qu'on peut applaudir, quand même. Merci beaucoup. Et qui va s'installer donc à l'extrémité. Et c'est à ce moment précis que je vous laisse la parole. Oui. Alors, je peux continuer de parler pendant que vous vous installez avec ce magnifique... Magnifique quoi. Ah, j'ai parlé non j'allais parler du non, je savais pas si c'était plus. Alors oui, donc sur une idée originale de Christophe Honoré, drôle d'idée, bonne idée, drôle d'idée non pas pour une rencontre mais pour réfléchir. Effectivement, une profession, un métier, un boulot et parfois un sacerdoce dont on ne parle absolument jamais, qui est l'attaché de presse. Alors l'attaché et l'attaché sans ancien journaliste de cinéma, critique de cinéma. J'ai été évidemment première ligne des rapports avec les attachés de presse. Et on a pensé que Christophe a pensé que ce serait une bonne idée. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai accepté d'animer ce débat. On va tout de suite faire venir les gens, les hommes et les femmes, enfin, les femmes surtout, et un homme qui ont vraiment gentiment accepté de participer à ce débat parce que ils me l'ont tous dit. D'abord, ils ont peur, ou pas, mais ils ont surtout pas l'habitude de parler en public. Et ça me fait plaisir de les entendre et de les faire parler. Alors, je vais appeler, alors, ladies first, Mathilde Incerti, Agnès Chabot, Viviana Andreani et Tony Arnoux. Alors, est-ce que vous avez déjà été applaudis dans votre carrière les uns les unes et l'autre? Non, jamais. Tous les jours. Bon, très bien. Alors, je pense que le plus simple pour commencer, c'est simplement je sais pas, que vous disiez de quel film vous êtes occupé, le dernier gros film, ça veut rien dire, mais grand film dont vous êtes occupé, Mathilde. Il faut que tu prennes un micro. Eh bien, je suis contente de dire que c'est Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, qui est sorti il y a 15 jours. Ah oui, par ailleurs, Mathilde est l'attachée de presse de longue date de Christophe depuis Honoré. le premier film. Dès le premier film. Ce qui est rare, paraît-il, cette fidélité. Agnès, c'est quel film? Moi, le dernier, ça a été le film de Podalides, Les Deux Alfred. Et prochainement, le mercredi prochain, Albatros de Xavier Beauvois. Viviana. Pour moi, le dernier, c'est il y a 15 jours, Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Et Tony, je crois que c'est tout frais, hein, c'était hier. Moi, c'était hier, c'était La Fracture. Et la semaine d'avant... De Catherine Corsini. Et la semaine d'avant, Illusion perdue de Xavier Giannoli. Pas mal, non? Bon. Oui. Alors, ce que je vous propose en introduction, d'abord merci d'être venu, hein, et c'est que, et vous aussi, je vous propose un extrait de film qui normalement devrait vous faire sourire. On va le regarder.
vous a plu? Et attendez, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais à la fin du film, quand même, ça bouge. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions. S'il vous plaît, si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse. Je me présente. Je suis l'attaché de presse, Odile Duret. Alors vous prenez un dossier, et si vous manquez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre Martinez. Hein? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi, hein? Madame, je vous pisse à l'arrêt. Duret, Odile Duret. De toute façon, c'est moi qui vous rappelle. Odile, je vous avais dit que devant la recrudescence, il ne fallait pas laisser votre sac à terre. Regardez, il est vide. Merci, Janine. La direction décline toute responsabilité. Attention, ce film n'ayant pas encore reçu son médaille. Festival de Cannes, premier jour. Voilà. Donc j'ai entendu que ça vous faisait rire quand même. Donc c'est le film des nuls avec donc Chantal Lobby qui jouait le comment ça s'appelait le film? Hein? À la Cité de la Peur, voilà. Avec Chantal Lobby qui faisait l'attaché de presse. Ça vous a quand même dit vaguement quelque chose ou pas du tout? Oui, Viviana. Mais attendez votre micro. Sans arriver jusqu'au désespoir, mais il y a des situations assez similaires, même si on peut dire que le monde a beaucoup changé depuis quelques années, et donc effectivement, nous ne vivons pas exactement la même situation, mais d'autres aussi périlleuses. Mais quand vous êtes... Alors là, c'est situé au Festival de Cannes, c'est censé être au Festival de Cannes, qui est un endroit très spécial, très particulier, et un moment très particulier. Oui, Mathilde. Alors moi, je peux raconter une petite anecdote parce que, par rapport au Festival de Cannes, et c'était la première fois que je travaillais avec Oussa Houssian, un cinéaste taïwanais, c'était Les Fleurs de Shanghai. C'est la première fois que je travaillais et avec lui et avec le distributeur ARP qui sortait le film. Et j'étais jeune, c'était vraiment un des premiers grands films dont je m'occupais. Et le film commence, je ne sais pas qui a vu le film, ça commence par un plan séquence de 14 minutes. Au bout de 14 minutes... un tiers de la salle part. Et là, je me suis dit, c'en est fini de Oussa Houssian, de ARP, de ma carrière. Et voilà. Et finalement, à la fin de la projection, il restait 50 pauvres journalistes, dont toi, je crois. Et voilà, donc on peut vivre des choses plus ou moins semblables. Alors, je vais vous demander très simplement de dire, mais c'est quoi votre métier? Quel est votre boulot? À quoi servez-vous? Mais non, à quoi servez-vous? Parce que la question peut se poser pour des gens qui ne connaissent pas votre important boulot d'intermédiaire. Donc, je vous disiez d'abord, comment on devient attaché de presse? Pourquoi? Tony. Alors, comment on devient attaché de presse? Je ne sais pas vraiment, je pense qu'on a tous un parcours différent. Et il y a une école d'attaché de presse, on peut être attaché de presse, mais je pense c'est compliqué d'apprendre à être attaché de presse. Il faut savoir... La première chose, je pense que c'est la passion. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on aime... Enfin, moi, ce que j'aimais, c'était le cinéma. Donc, je me suis retrouvé tout d'un coup embarqué dans cette histoire parce que je voulais travailler au Festival Premier Plan à Angers et que j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir y travailler. J'étais étudiant et j'ai appelé la mairie et je me suis retrouvé à faire un entretien avec une personne qui travaillait au Festival Premier Plan et on me disait, on a un poste en tant que chauffeur ou un poste au service de presse. J'ai lui dit, moi, chauffeur, je suis très mauvais. Donc, vaut mieux service de presse, sans savoir exactement ce que c'était. J'avais 19 ans, 18-19 ans, et je me suis retrouvé au service de presse. Et voilà, et j'ai adoré. J'ai vu une trentaine de films dans la semaine. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire, quoi. C'est pas plus compliqué. Et puis l'année d'après, j'étais sur Paris, j'étais étudiant, et j'ai appelé l'attaché de presse qui me dit, c'est plus moi. J'ai appelé la femme qui m'avait recruté, elle m'a dit, non, j'ai pris un an sabbatique. J'ai dit, écoutez, j'ai travaillé l'année et j'aimerais le refaire. Et puis un jour, André-Paul Ricci, avec qui je travaille depuis 25 ans maintenant, m'a appelé, il m'a dit, je cherche quelqu'un pour travailler avec moi, je reprends le festival, est-ce que vous voulez travailler? Et voilà, et ça s'est fait comme ça, donc par hasard. Donc la première chose, je pense, avant tout, c'est le cinéma qui nous motive. Et puis après, il n'y a pas d'école réelle pour vraiment apprendre à téléphoner ou à envoyer des mails. C'est juste, après, essayer de faire passer ce qui nous anime et ce qui nous motive et ce qu'on aime, et essayer de faire en sorte que des journalistes
trouvent ou ressentent la même chose que nous on a pu ressentir et qu'ils le disent, qu'ils en parlent. Et enfin, tout ça est très beau, hein, dit comme ça, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est l'idée de la transmission quand même, de conserve un petit peu à quelque chose dans ce milieu, d'être un peu l'intermédiaire entre vraiment la création, enfin les films, et le public. On a un petit peu une petite place à jouer maintenant, elle devient de plus en plus étrange, puisqu'il y a de plus en plus de supports, il y a de plus en plus de choses, bon, enfin, je pense qu'on va en parler. Mais voilà, donc je pense qu'à la base, c'est vraiment, s'il n'y a pas la passion et l'envie du cinéma, enfin moi je serais incapable d'être attaché de presse pour une marque de chaussures ou une marque, parce qu'il y a des attachés de presse pour tout. Mais je pense que la motivation ne serait pas la même. Est-ce que vous avez déjà été attaché de presse d'un film que vous n'aimiez pas? Bah oui. Hélas, ça arrive. C'est pas. Après, c'est très compliqué. Hein. Moi, j'ai un peu. On a, je pense ici tous un peu la chance de pouvoir plus ou moins choisir les films qu'on a envie de défendre. Mais bien sûr, ça c'est arrivé parce que c'est soit un réalisateur qu'on suit avec elle, on a une fidélité et donc il est là, ou un film qu'on peut pas refuser parce que on a déjà refusé trois films aux distributeurs et qu'un quatrième, et ben, ils vont plus nous en proposer après. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais c'est pas le moins possible parce que c'est très compliqué. Iliana, comment on devient attaché de presse et quel désir quoi, bah voilà. Oui, c'est ce que disait Tony. En effet, on a des parcours et on le sait parce qu'on se connaît entre collègues et on se confronte, on discute et on a quasiment tous des parcours vraiment les plus différents. Moi, en tant qu'Italienne, je suis arrivée en France, je ne savais pas que c'était un métier qui existait. Voilà, j'avais juste cette passion pour le cinéma. J'avais cette grande passion pour le cinéma, donc je pense que c'est c'est notre grand point commun, je pense, à la plupart. Et après, effectivement, c'est des rencontres, c'est souvent des rencontres. Alors, ça peut être, effectivement, comme pour Tony, pour moi, c'était aussi la rencontre avec un attaché de presse qui m'y a initié. Et donc, l'envie un peu de défendre des projets, on est effectivement des passeurs. Et c'est ce qu'on essaye de défendre. Et c'est pour ça qu'effectivement, on défend vraiment toujours des films qu'on essaye de choisir et quitte à faire parfois des petits compromis, mais qui sont en général, on ne défend pas forcément que des chefs-d'œuvre, mais il y a une raison pour laquelle on a envie, en tout cas, de porter un projet. Et moi, c'est ce qui détermine mes choix en général quand je défends des films. Alors moi, c'est venu par Frédéric Mitterrand. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est qui avait des cinémas. Qui avait des Restons à cinémas. ce bon souvenir, qui avait des cinémas. J'ai toujours adoré le cinéma. J'y suis allé très jeune. Mes parents aussi y allaient. C'est eux qui m'ont même initié à Godard et tout ça. Et alors j'avais hésité entre travailler soit le théâtre, soit la littérature, soit la musique classique, étaient mes trois trucs. Et puis le cinéma, je me suis dit pourquoi pas. J'ai rencontré Frédéric Mitterrand et j'ai démarré avec lui, qui était le plus grand cinéphile de la Terre. Et voilà, donc je me suis occupé de tous leurs films, tous les films d'auteur, tous les films étrangers. Et moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est défendre une œuvre. Voilà, c'est défendre une œuvre d'art. Alors ça peut être aussi un livre. Donc je vois toujours un film comme une œuvre. Et j'aime bien l'idée de Tony, qui est l'histoire de la transmission. C'est extraordinaire de transmettre. Mais comme on transmet un texte qu'on aime, voilà, c'est transmettre un goût et un amour d'un artiste. Mais bon, après, on retombe très bas. Hein. Mathilde. Eh bien, moi, tu n'étais pas prédestinée à être attachée de presse. Non, pas du tout. Encore aujourd'hui, quand je dis que je suis attachée de presse, je crois que ma famille ne sait absolument pas ce que je fais. Et en général, dehors, on me dit dans quel journal. Donc, non, j'ai rien fait pour être attachée de presse. Et je ne savais même pas que ça existait. Mais j'habitais au-dessus du cinéma Action. Et un jour, en bas de chez moi, j'ai rencontré deux personnes qui se promenaient avec des copies de films. Donc, c'était Mamad Aguigat, qui est un monsieur iranien qui avait un cinéma et qui avait sous le coude le film de Abbas Kiarostami. Et il m'a dit, moi, j'ai ça, je ne sais pas quoi en faire, vois-le avec moi, dis-moi si tu peux me donner un coup de main. Bon, ça, c'était Kiarostami. Et l'autre était Jean-Jacques Varret, qui avait sous le coude, qui avait sa copie de Bénice Vidéo de Michael Haneke. Donc, j'ai vu ces deux films-là, ils étaient complètement désemparés.
Et comme j'aimais bien parler, que j'avais le contact facile, il m'a dit, tu veux pas nous aider à défendre ces films? Et voilà, et c'est comme ça que ça a démarré un peu. Et ce que j'aime dans ce métier, malgré le temps qui passe et malgré la difficulté de ce métier, c'est quand même, moi en tout cas, j'ai une foi dans l'œuvre et dans les artistes que je défends tout le temps. Et donc j'ai toujours l'habitude de dire que je suis détachée de la presse, complètement. Par contre, je suis attachée aux artistes. J'y tiens, parce que c'est eux que je défends. C'est jamais un article. Et quand on a la chance, comme nous quatre, d'accompagner des artistes comme Christophe Honoré, qui est quand même le cinéaste à l'honneur aujourd'hui, et ben ça crée vraiment, ça change la vie. Ça change la vie intime, en fait. C'est pas juste un travail qu'on fait 8 heures ou 7 heures et on s'en va. Ça change sa vie, ça change le rapport au monde. Comment vous êtes choisi? Comment ça se passe? Qui décide? C'est le distributeur? C'est le producteur? Comment ça se passe? Comment on dit ça va être Agnès ou Tony ou Yana ou toi, Mathilde? Qui décide ça? C'est le distributeur souvent, par affinité. Enfin, on connaît nos goûts plus ou moins. Ouais, normalement c'est le distributeur, puisque le distributeur c'est lui qui nous paye en fait. Donc ça fait partie de tout ce qu'on appelle l'équipe marketing, communication. Donc c'est plus le distributeur, mais après, c'est de la fidélité, donc c'est quoi. On a l'habitude de travailler avec certains auteurs, donc voilà, on travaille comme ça. C'est qui change de distributeur ou qui change de producteur. En général, on travaille avec lui. Des fois, c'est une affinité avec un producteur qui fait qu'il voudrait qu'on travaille sur ce film. Ça dépend en fait. Hein. Ça dépend à chaque fois, mais la plupart du temps, enfin, c'est quand même le distributeur qui normalement est à la base de ça. Et puis aussi, on nous montre les films. Et puis on dit oui ou non. Ça arrive quand même ça nous arrive tous de dire non ou oui. Enfin, ça dépend du film. Et si on est... Il y a des cinéastes qui disent oui, ça sera lui ou elle et personne d'autre. Oui. Anneke, Christophe, Depardon, Koreeda. Enfin, ouais, je suis dans les contrats maintenant même. Ça veut dire quoi, je suis dans les contrats? Ils sont obligés, même si le distributeur veut prendre quelqu'un d'autre, ce qui serait tout à fait légitime, il pourrait choisir quelqu'un d'autre, et il peut pas. C'est un lot, je suis compris. C'est quand même c'est assez rare. C'est rare. Je le précise parce que c'est à la fois c'est une chance, mais c'est assez rare. Ouais, c'est très rare. Après, ça dépend effectivement. Moi personnellement, je ne travaille pas forcément avec des cinéastes français depuis longtemps. Sur le long terme. En revanche, par exemple, il m'est arrivé de suivre des cinéastes pendant longtemps sur la presse internationale, par exemple. Parce que tu demandais, Gérard, qui nous engage. Moi, j'ai une double casquette. Je travaille beaucoup sur la presse française de films qui sortent en salle en France. Mais j'accompagne aussi le lancement de certains films sur les festivals pour la presse internationale. Et dans ces cas, par exemple, je peux accompagner le travail sur le long terme. C'était, par exemple, je pense à Céline Sciamma, qui est une cinéaste avec qui je travaille depuis toujours sur tous les films et que je suis à travers les festivals, etc. Et là, effectivement, ça peut être, dans ces cas-là, pas les distributeurs en France, ça peut être ce qu'on appelle des vendeurs à l'international, des distributeurs internationaux, des producteurs, en effet, toujours. Mais il n'y a pas de contrat, il y a une affinité, une envie qui vient souvent de la part des cinéastes ou des producteurs. Et donc, mais voilà, on salue la fidélité de certains cinéastes en revanche. Mais il arrive aussi, parce que là, ce que j'ai dit semble idyllique et très beau, mais il arrive souvent, en tout cas ça m'arrivait aussi très souvent, d'accompagner un réalisateur au début, et puis d'un seul coup il signe avec une major, et d'un seul coup on change d'attaché de presse aussi. Ça arrive aussi, hein, c'est même très... Et bientôt, ça sera pour Netflix. Donc, enfin, voilà. Nous allons en parler. Voilà, bientôt, ça va Agnès, est-ce que toi, tu vis la même chose que c'est au coup par coup, c'est des fidélités, ou des déceptions même parfois? Je trouve que ça a un peu changé l'histoire. Ah zut, l'histoire de contrat, on met l'attaché de presse dedans. Moi, ça m'est jamais arrivé. Pardon, c'est moi qui m'en occupais avant. Ah, tu oui. vois. Oui, tu vois. Mais depuis que je travaille avec lui, oui. Voilà, donc ça a changé. Donc moi, c'est la fidélité des cinéastes, quoique ça arrive souvent qu'à un moment donné, quand ils commencent à faire des gros films avec des gros acteurs, on sait que c'est moins mon genre, donc on passe à quelqu'un d'autre. Et généralement, c'est le bureau Ritchie qui récupère.
On sait qu'Agnès adore s'occuper des caprices des comédiens et elle déteste des ça. Des cinéastes et pas... donc sinon, ça peut être les producteurs ou les distributeurs. C'est un peu pareil. Alors, est-ce qu'en France, en tout cas, mais peut-être en Italie, je ne sais pas, enfin, ce qui reste du cinéma italien, quand vous dites les gros, alors appelons-les par leur nom en France, Pathé, Gaumont, par exemple, est-ce qu'eux, ils ont de toute façon des attachés de presse qui leur sont dévoués et qu'ils imposent sur les films ou pas du tout? Non, vous tournez tous vers moi. Il n'y a pas de salariés permanents de Gaumont, Pathé. Si, et Gaumont, ils ont un attaché de presse interne qui est là et qui gère un peu toute la presse de Gaumont, en fait, la communication, mais c'est-à-dire que ça va des séries à la VOD, à tout ça. Donc il est là, il est un peu le centre de tout. En fait, il fait un peu le lien entre les attachés de presse cinéma, les attachés de presse VOD, s'il y en a quelques-uns encore, voilà, ou les attachés de presse des séries, ou les attachés de presse des chaînes télé même qui font les séries. Alors, donc chez Gaumont, il s'appelle Quentin Becker, il y a tout un service où ils ont leur service de presse interne. Puis aussi, ils font des expos, Gaumont, ils font plein de choses. Donc c'est vraiment donc ça. Pathé, ils n'ont pas d'attaché de presse attitré. Non. Mais après, voilà. Après, c'est vraiment... Oui, après, tous les studios Universal, Warner ont un attaché de presse interne, quoi. Maintenant, Warner, après, commence à faire appel à des attachés de presse sur Président, le film d'Anne Fontaine. C'était Warner et... Non, Universal ou Warner. Ah oui, donc tu as pu... Ouais, du coup, on l'a fait, parce qu'on suit Anne Fontaine depuis tout le temps, et ça s'est fait. Mais, normalement, ils ont tous, les gros studios, en tout cas, ont leur attaché de presse, quoi. Alors, avant de parler de comment votre métier est en train de muter sous nos yeux, comme plein de métiers du cinéma, y compris celui de réalisateur et d'acteur et de producteur et de distributeur, c'est quoi le travail d'un attaché de presse? C'est quoi la journée type? Vous êtes non, mais je pense que moi-même, je sais pas très bien. C'est quoi une journée? C'est quoi votre boulot? Est-ce que vous avez un bureau? Est-ce que vous avez comment ça se passe? Qui veut raconter une journée, disons archétypique, sans être un exemple ou je ne sais quoi? Vas-y Viviane, on va voir si on te suit, si on a la même journée surtout. Non, mais parce que vous êtes très visible, si j'ose dire, par exemple dans les grands festivals internationaux, enfin Cannes en priorité. Là, on vous voit beaucoup et on voit que vous courez beaucoup. Et que vous allez, que des fois vous savez même plus qui on est, enfin qui t'es toi, bon, etc. C'est assez drôle d'ailleurs à observer. Mais en dehors de ce coup de feu qu'est le Festival de Cannes, enfin qui était le Festival de Cannes, qui j'espère le sera encore, on verra. C'est quoi une journée type? Quel est le travail? À quoi vous travaillez tout seul? Vous avez des assistants? Comment ça se passe? En général, les attachés de presse travaillent effectivement. On est des agences, un petit format en général. Nous sommes toujours enfin, je parle pour la mienne, mais c'est une petite équipe. On est deux. En tout cas, pendant l'année, quand on travaille sur des films qui sortent en salle, donc on est sur des formats assez légers, dans des bureaux, enfin des bureaux en général à taille pas petite. On n'a pas besoin de grand espace, en effet, parce que nous travaillons effectivement. En fait. Au-delà d'une journée type, ce qu'on fait au moment où on s'engage et on commence à travailler sur un film, en tout cas, on commence déjà à imaginer ce qui peuvent être les outils de promotion. Et ça, c'est quelque chose qu'on coordonne et qu'on réfléchit avec le service marketing d'un distributeur. Donc, on commence à réfléchir à un dossier de presse, aux éléments, un choix de photos qui vont illustrer les films, un contenu, un support qui est un dossier de presse, donc à mettre en place des textes qui accompagnent le film à travers une interview d'un réalisateur. Donc on choisit vraiment, on réfléchit à nos outils de communication. On peut choisir, évidemment, on fait une sélection d'images, de photos, d'extraits, on commence et tout ça, et c'est nous qui apportons un peu notre savoir-faire, et on le prépare avec le distributeur du film, en ayant ces éléments de base. Donc, à partir de là, on commence à montrer le film aux journalistes et on organise des projections de presse. Des projections de presse qui sont privées, qui sont destinées aux journalistes, qu'on invite en amont, à peu près 2 mois, on va dire, on se laisse 2 mois et demi, en gros, devant nous pour lancer un film qui n'a pas été, a priori pour l'instant, lancé dans un festival.
Donc voilà, personne n'a vu le film. Donc on commence à ce stade à le montrer en projection de presse. Donc on invite la presse, cinéma, culture, etc. massivement, qu'on connaît, dont on a dans nos fichiers, dans nos coordonnées. On diffuse un maximum cette information. Et à partir du moment où on commence à montrer le film, on essaye effectivement, comme disait, dans notre travail de fond, qui est celui de transmettre, de communiquer, etc., on essaye de susciter à la fois l'envie de certains journalistes, à la fois on se donne des objectifs importants, on essaye de s'adresser à la presse la plus cohérente avec ce que le film... Théoriquement, on veut toucher un maximum de journalistes, mais on ne veut pas se priver de quelques supports qui sont vraiment importants pour ce film-là. Et tout ça, après, se poursuit avec la promotion du film. Ça veut dire organiser des interviews, aller effectivement donner plus de visibilité possible au film à travers des interviews qui sont destinées à la presse écrite, qui sont destinées aux radios et aux télévisions. Et bon, effectivement, ce qui change et ce qui fait qu'on doit de plus en plus essayer d'inventer en quelque sorte tous les jours. Évidemment, on s'adresse beaucoup aussi à la presse digitale, à la presse web. Et après, en fonction du film, qui peut être un documentaire, donc, comme aussi un film avec du cast, évidemment, on se rend compte que quand on a un cast prestigieux avec des acteurs de différentes portées et plus ou moins populaires, etc., on a accès à des médias ou pas. Et on le voit régulièrement. Donc, on parlait de gros films, etc. Parfois, la taille d'un film et la difficulté à le défendre, elle est vraiment à géométrie variable, parce que ça peut être effectivement... ça peut demander beaucoup de travail sur un film qui n'a effectivement, dans le réalisateur, où il n'est pas identifié, où il n'y a pas de comédien connu. Donc ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut vraiment réussir à convaincre la presse à venir voir le film et à le défendre. Et à l'opposé, on peut avoir aussi beaucoup de travail quand on a des films avec du gros cast, pour lequel il faudra gérer toute une promotion qui demande beaucoup de préparation pour avoir une comédienne ou un comédien qui va défendre le film auprès des télévisions. Donc avec et ça va déclencher encore d'autres problématiques qui sont vraiment de l'image, etc. Donc en gros, notre journée type, selon les jours, touche en tout cas à tous ces sujets. Bon. C'est très bien expliqué. Je trouve que vous n'avez pas besoin de... Bon. Et simplement, vous avez suffisamment de bouteilles, comme on dit les uns et les autres. Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier. Ce qu'on appelait la presse, disons il y a 10 ans ou 20 ans, c'est pas tout à fait la même chose de ce qu'on appelle la presse aujourd'hui. Pour l'avoir vécu il y a 20 ans, la presse, c'était la presse écrite. Essentiellement la presse écrite. Quelques émissions de télévision, quelques radios. Mais moi, j'ai vécu la bascule, y compris avec vous, où d'un seul coup, la presse écrite est passée derrière la télévision. C'est pas des reproches, mais c'était derrière la télé, surtout derrière la télé. Il n'y avait pas encore Internet et compagnie, et derrière la radio aussi. Et donc, d'un seul coup, on disait, pas vous, mais on avait dit, c'est formidable, tu vas avoir une interview avec je ne sais qui, Sharon Stone. Ah, chouette, Sharon Stone. 10 minutes. Mais c'est vrai, on nous disait 10 minutes, parce que derrière, elle fait de la télévision, TF1, 20h, etc. Et je dis, ça ne sera pas 10 minutes, ça n'existe pas, ça sera 4 minutes. Et moi, je me suis entendu dire 4 minutes sur TF1 avec Sharon Stone, c'est mieux que 15 pages dans Libération. Je laisse la responsabilité de cette déclaration à l'attaché de presse de l'époque, mais comment vous avez vu ce changement, voire cette révolution dans ce qu'on appelle la presse? Vous l'avez vécu, vous aussi, Mathilde, par exemple? Moi, j'y pensais en venant ici tout à l'heure. Je me disais, justement, parlant de 2 premiers films sur lesquels j'ai travaillé, et je me disais, si aujourd'hui je devais démarrer avec un cinéaste comme Abbas Kiarostami, qui aujourd'hui est connu, Palme d'Or, mais ça prendrait 3 fois plus de temps, en fait, pour le faire connaître. Aujourd'hui. Parce que qui viendrait voir un film iranien en noir et blanc? Moi, je me souviens, j'avais appelé à l'époque le rédacteur en chef de Studio. Le magazine. Oui, le magazine Studio, Esposito, ou Michel Robichon. Et il m'avait dit, mais c'est avec quels acteurs? J'avais noté ça, j'ai retrouvé mes fiches, je l'avais écrit avec qui. Et déjà, à l'époque, il n'y avait pas 17 films par semaine, il n'y avait pas tous ces... Et
Mais là-dedans, il y avait quand même des journaux comme toi, Gérard, et des journaux qui pouvaient faire 2 pages sur un cinéaste autrichien, un cinéaste iranien. Aujourd'hui, ça me prendrait... j'y pense souvent, je me dis, mais aujourd'hui, ces cinéastes-là, comment ils pourraient voir le jour? Parce que bien sûr, il y a d'autres moyens de faire connaître un cinéaste, mais est-ce que le public, est-ce que les Twitter et les Instagrammeurs s'intéresseraient à un cinéaste autrichien aujourd'hui? Je sais pas, je suis pas sûre. Pas sûr, oui. Agnès, tu as vu comment ton micro, malheureuse. Oui, il est très lourd, je reconnais. En fait, la mort de la presse écrite, c'est parce qu'il y a eu digital, site et tout ça, non? Pas seulement, mais en partie, oui. Parce qu'il y a moins de... Alors, il y a aussi moins de pages. Un journal coûte cher, il y a moins de pubs. Alors, il y a aussi la situation économique. Donc, il y a moins de pages. Donc, maintenant, il n'y a que 2 films qui peuvent être traités dans des hebdomadaires et pas 6, ce qui était le cas avant. Et en plus, moi, je vois ça quand je prends le métro. Je suis la seule avec mon monde, comme si j'avais 150 ans. Et les autres, tout le monde est sur son truc, à 2-3 centimètres, en train de lire Le Monde. Bon, je le défie de me raconter le contenu du Monde qui fait à peu près 25 pages et qu'on met 2 heures à lire. Voilà. Donc, c'est ça, pour moi, le drame de la presse écrite. C'est qu'il a été remplacé par le web. Voilà. Et que, soi-disant, les gens lisent plus les choses sur le web que sur le papier. Donc les gens, soi-disant, n'achètent plus de journaux écrits, etc. Ça, qu'ils achètent moins de journaux écrits, ça c'est statistique, c'est imparable. Ouais. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que les gens qui vont au cinéma, comme on dit, et qui vont voir les films que vous défendez, c'est des gens d'une certaine génération, appelons-la la génération Télérama, quoi, pour être clair, et que, ma foi, eux, ils lisent ou ils sont abonnés, parce qu'on sait que c'est un magazine où il y a des centaines de milliers d'abonnés, c'est tant mieux, parce que c'est un bon journal. Et eux, je ne crois pas qu'ils aillent. Et s'ils vont sur le site, c'est pour du Télérama, j'entends, des compléments d'informations, des choses comme ça. Mais il n'y aurait pas. Non, ils l'achètent, Télérama, effectivement. Et voilà. Effectivement. Alors, ils achètent moins Libération, ils achètent moins Le Monde, ils achètent moins, etc. Mais moi, j'aimerais poser une question au public, parce que je vois quand même pas mal de jeunes, et j'aimerais savoir ce qui les fait aller au cinéma, en fait. J'aimerais bien avoir que quelqu'un me dise comment ils décident d'aller voir tel film plutôt qu'un autre. Qui veut me répondre? Est-ce qu'ils lisent les coups de cœur d'Allociné, par exemple? Non, je ne sais pas. C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas du tout. Alors, voilà, on va avoir une réponse. Moi, quand c'est un cinéaste ou une cinéaste que je ne connais pas et que je ne connais pas le cast non plus, soit je me base juste sur l'affiche. Comme ça, j'ai encore cette part de mystère. Et quand j'ai un petit peu de doute, je vais sur les notes d'Allociné. Et je regarde je regarde la note de positif, détaillée et de première en général. Et vous êtes d'accord avec eux en général? Quand vous voyez le film, vous êtes d'accord avec eux? Ça dépend un peu. Ça dépend un peu. Mais c'est pas la critique dans les cahiers ou dans le magazine qui vous donne envie d'y aller. Vous le lisez pas. Vous lisez juste le petit résumé qu'il y a sur les étoiles Allociné, en fait. Ouais, je regarde le petit résumé par journal. Support. Oui, ils font une espèce de best-of des critiques, etc. Mais ça, c'est très enfin, non, mais moi, je pense moi, je pense que c'est ça le problème avec la fin de la presse écrite. Enfin, la fin de la presse écrite. C'est pas seulement. Oui, c'est la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est devenu. Je pense que c'est un problème de société, en fait. C'est-à-dire que tout est réduit. On devient victime d'une sorte de rapidité extrême, c'est-à-dire qu'on va regarder notre mail, on va regarder un WhatsApp, on va regarder un SMS. Tout est en quelques... C'est l'effet Twitter, c'est-à-dire que tout est réduit à quelques signes. Et c'est comme ça qu'on doit donner envie aux personnes. Avant, effectivement, il y avait 4 pages sur l'entretien d'un cinéaste et tout ça. Mais parce qu'il y avait beaucoup moins de propositions autres à côté. Et ce qui veut dire que maintenant, les gens vont commencer à lire, et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore un petit avenir pour la presse, pas forcément la presse écrite ou les journaux, des choses comme ça, mais je pense qu'on peut attirer des personnes comme vous, en fait, avec une accroche, quelque chose, et qui donne envie d'aller voir ailleurs, d'aller fouiller, en tout cas. Et j'ose espérer, d'ailleurs, qu'on puisse, grâce à ce petit
petite, je sais pas, cette petite envie, ce petit texte, c'est juste cette petite phrase de donner envie d'aller chercher ailleurs et d'aller découvrir un cinéaste, d'aller découvrir quelque chose. Et je pense que notre travail, à nous, attachés de presse Ménon, moi, j'avais l'impression depuis quelques années de travailler que pour Allociné, effectivement. D'avoir, à la fin, une fois que le film était sorti le mercredi, de me dire, alors, quelle note j'ai ? C'est-à-dire, je dois avoir au-dessus de 3. Si j'ai au-dessus de 3, c'est pas mal. Si j'ai 4, alors là, c'est extraordinaire. Mais c'est en train de changer parce qu'Allociné n'est plus trop prescripteur, en fait. Mais j'avais vraiment cette impression-là et de me dire, mais c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 pages dans l'IB ou 3 pages, ou une page dans Le Monde ou ailleurs. Ça va être réduit à ça par un 5 ou un 4 étoiles d'Allociné, et c'est ce que les gens vont lire et c'est ce qu'ils vont attirer. Sauf que nous, ça nous demande par derrière un travail, mais de dingue. C'est-à-dire que le travail fourni pour avoir une page dans Le Monde maintenant, c'est, je sais pas, c'est 20 coups de fil. C'est la danse du ventre pendant 3 semaines. Enfin, ça dépend, après j'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Et donc, maintenant, j'ai commencé à me dire, mais ok, on est perdu, on n'arrivera plus à avoir ce qu'on avait, on va arrêter de se démoraliser sur notre travail et sur notre fait qu'on peut avoir... mais je pense qu'il faut trouver un moyen, et j'espère que ça va être possible, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser les sites internet, d'utiliser ces gens-là pour essayer de les attirer, je ne sais pas comment, mais... et de se dire, je crois que c'est un peu fonctionne comme ça aussi aux États-Unis, j'ai cru entendre des choses, que des personnes qui tout d'un coup étaient intéressées par une critique, par quelque chose qu'ils ont vu, ils cliquent dessus et ça leur donne accès à encore un autre truc un peu plus grand, je sais pas, à un entretien avec un cinéaste, un entretien avec quelque chose, avec une critique, et que tout d'un coup se développe une envie et donne envie d'aller voir le film. J'ose espérer, je sais pas, j'ai pas encore le truc qui va faire que on va arriver à ça, mais j'ose espérer que ça peut arriver parce que là, sinon, effectivement, plus personne ne va acheter un journal, plus personne ne va acheter quelque chose. Donc il faut attirer, vu que maintenant on n'a plus papier, et concrètement il n'y a quasiment plus, ou juste pour un public quand même assez âgé, qui d'ailleurs depuis le confinement ne va plus au cinéma, donc du coup ces films-là sont en train de chuter. Donc il faut vraiment réussir Tu fais allusion au film d'auteur, oui. Cet article terrible qui est paru dans Le Monde hier sur la fréquentation de tous les lieux culturels en général. Oui, c'est ça. Le cinéma, c'est une catastrophe. Mais d'ailleurs, il y a une... 40% de moins. Ouais. Il y a une tribune demain, je crois, dans Le Monde d'Éric Lagesse et Carole Scotta pour dire justement, pour s'effrayer sur ça, sur le fait qu'il faut aller au cinéma. Restons... Alors là, c'est l'effondrement. Non, mais dans votre... est-ce que toujours, je vais dire maintenant, à l'ancienne, votre boulot, ça consiste aussi après coup à regarder tous les articles et à avoir accompagné les gens dans une émission de radio, d'avoir l'enregistrement d'un entretien à Culture ou ailleurs ou à France Inter, etc. Ça, c'est le BABA. Agnès, comment ça se passe ça tu fais ce boulot d'archivage, quoi, en quelque sorte. Attends, d'abord, il y a le boulot d'hôtesse, parce qu'on les accompagne. Ah bon? Je t'ai vu en hôtesse de l'air d'un seul coup. Bon. Alors, donc, accompagnatrice de charme. Après, tu dis d'archivage. Alors... Non, mais quand tu lis, le mercredi, tu lis tout ce qui paraît dans la presse quotidienne. Moi, j'achète tous les journaux. Et en plus, comme je suis à l'ancienne, j'ai des boîtes. Non, mais prends ton micro. Oui. Et chaque film ou chaque... cinéaste à sa boîte. Ah oui, moi je découpe tout. Ou alors si je vois quelque chose sur un site qui m'intéresse, je l'imprime. Donc je suis désolée, je suis pas écologique. Non, ce que je voulais dire surtout par rapport à une époque ancienne, c'est qu'il n'y a plus d'analyse des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun esprit analytique. Ce qui était mon époque quand j'étais à la faculté et tout. Voilà, où toi, avec Danex, on analysait une œuvre et on partait d'un point de vue, on arrivait à quelque chose, c'était une interprétation. Et maintenant, les articles, ça raconte, c'est genre scolaire B.A.B.A. et c'est tout. Vous avez tous enregistré cette baisse dont on parle de qualité, appelons les choses vraiment de la qualité. Bien sûr, c'est une baisse de qualité des rédacteurs, enfin les journalistes critiques n'ont plus la place non plus, et surtout maintenant, mais j'en ai discuté quand même beaucoup avec des journalistes du Monde notamment, quand il y a eu le système de notation qui s'est mis en place.
ça a été terrible pour eux. Libé résiste encore à ça, mais même le monde met des points. Donc c'est-à-dire que Télérama, c'est pareil. En fait, le système dont tu parlais, le Canard enchaîné. En fait, c'est les journaux qui sont à la rigueur qu'on ne verra jamais. C'est-à-dire qu'on est victime de classement. En fait, c'est terrible. Ils se sont pieds eux-mêmes, si tu veux, à cette façon de juger assez rapide, c'est-à-dire qu'en regardant les carrés du monde, critique du monde, tu peux dire ils aiment ou ils n'aiment pas en fait. Aujourd'hui, c'est juste. Mais d'ailleurs, quelquefois les distributeurs disent, ils aiment pas. Hein, mais il n'y a qu'un carré. Alors qu'il y a eu un article plutôt élogieux. Exactement. Ça m'étonne. Donc, effectivement, malheureusement, cette critique, pour certains supports, c'est pas forcément le niveau de. Enfin, il y a encore des très belles plumes, heureusement. Il y a des sites. Moi, Criticat, je trouve ça génial. Oui, il y a des sites très. Heureusement qu'il y a des sites qui sont anti-conventionnels et tout ça, c'est génial. Heureusement, les mecs les plus libres, c'est sur les sites. Oui, mais pas Allociné, c'est un truc de début. Et puis ce sont des cinéphiles. Ce sont des passionnés de cinéma et ça se voit. Excusez-moi, là, Agnès dit toujours ce qu'elle pense. Donc des fois, c'est un peu vif, mais bon, oui. Je ne suis pas loin de partager son avis, mais peu importe. Allociné, ce n'est pas un site de critique, par ailleurs. En fait. Voilà, c'est vraiment une sorte de base de données, d'information, de base de données. Oui. Qui est assez pratique. Hein. Quand tu cherches un film, voilà, applique pas, pif, paf, tu sais dans quelle salle. Mais en tout cas, il est emblématique d'une approche, en tout cas, du public, etc., d'une schématisation d'appréhender un film, en fait. Oui, c'est devenu... voilà. Et la célérité dont parlait Tony, c'est-à-dire qu'il faut vite savoir si oui ou non. On voit les étoiles, 4, 2, hop. Oui. Après, c'est intéressant dans les études marketing, et moi, c'est vrai que j'avais déjà interpellé pas mal de jeunes... cinéphiles au sein de facultés de cinéma, etc. Et effectivement, ce n'est pas les supports de presse écrite, etc., qui leur donnent envie, c'est souvent les visuels. Et effectivement, par exemple, on sait que les bandes annonces sont, par exemple, un outil de persuasion, enfin, en tout cas, de séduction pour faire un choix de film, effectivement. C'est vraiment... Moi, je peux témoigner que mes enfants, par exemple, vont au cinéma surtout grâce à la bande-annonce. Et parce que ça circule, et que si, et voilà, et c'est l'élément... Et qu'ils ne la voient pas qu'au cinéma, ils les voient sur les sites. Ouais. Ah oui. Après, ils vont au cinéma beaucoup aussi, mais la bande-annonce, c'est un facteur déterminant. D'où, d'ailleurs, on pourrait faire une histoire de la bande-annonce, que dans le genre... Ça a beaucoup changé aussi, les bandes annonces. Hein. Bon, vous voyez un film d'auteur, vous avez l'impression que c'est un western américain. Mais si, moi j'en ai vu, je ne vais pas citer de nom, mais de cinéastes qu'on aime bien et qui ont fait des films formidables. Et la bande annonce, quel rapport avec la choucroute, quoi. Ils ont fait des montages inouïs. On a l'impression que c'est un film d'action, alors que ça dure des plombes. Ça a conséquence. Oui. Bon, alors plus sérieusement, je trouve ce que vient de dire Viviana est évidemment intéressant, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher l'information sur les films. Je pense, à part quelques exceptions, qu'on ne va plus les chercher dans les journaux traditionnels, hein. Quelle que soit leur qualité. Moi, je défendrais quand même les journalistes, évidemment, et les critiques de cinéma. Il y a quand même des gens qui écrivent des papiers formidables, hein. Pas simplement dans mon ancien journal Libération, mais y compris. Mais je pense aussi, mais tu l'as dit, Agnès, c'est-à-dire que moi, je viens d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où on disait « Ah, je veux 3 pages sur un film ». Et un film, ça pouvait être le premier film de Kiarostami, mais j'ose dire encore pire que ça. Et on disait, bah oui. On disait pas, non mais t'es dingue, ça va pas, qu'est-ce qui te prend, machin. Et au contraire, on nous disait, formidable, c'est quoi ce film, pourquoi tu t'énerves comme ça, pourquoi t'es content, pourquoi tu le défends. Ça, c'est fini. Moi, je le sais par certains collègues et amis qui sont restés dans les différents journaux. On leur dit non. Et on leur dit, c'est formidable, tu as 2 feuillets. 2 feuillets, je ne sais pas si vous savez, techniquement, c'est 1500 signes, un feuillet. Ça fait 3000 signes, c'est que dalle, c'est rien. Et il faut dire merci. C'est génial, tu as 2 feuillets, parce que tu aimes le film. Donc, ils sont dans cet état, de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, dans les grands journaux, hein, pas les fanzines. Parce que par contre, sur le net, etc., ça y va, ça tartine, puisque, évidemment, la place est infinie. Mais... Viviana, tu as créé une association, CLAP. Alors raconte-nous, oui, pas toute seule, avec Laurence Granec, entre autres. Raconte ce que c'est. Ça, c'est toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui.
le questionnement s'est élargi et il a pris beaucoup d'ampleur au moment de la crise sanitaire, en fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que notre travail pouvait s'arrêter comme ça, soudainement, du jour au lendemain. Et donc, effectivement, l'industrie du cinéma s'est arrêtée. Et on s'est retrouvés vraiment du jour au lendemain sans rien, sans travail, sans perspective aucune, sans savoir ce qu'il allait se passer, en fait, surtout sur nos films, sur le travail initié, etc. À partir de cette crise, en tout cas, on s'est posé la question du fait que, effectivement, personne... Enfin, évidemment, dans l'industrie, beaucoup de structures dans la distribution, dans l'exploitation, ont été écoutés par les institutions publiques. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que nous, on n'était pas... Enfin, on était vraiment... il y avait toute la raquette, en fait. On était absolument pas du tout identifiés et du coup pas aidés, pas du tout pris en compte. Et l'urgence, effectivement, de se réunir, de créer cette association, était de donner corps, en fait, à un métier qui existe et que toute l'industrie connaît et en a besoin, mais qui, quelque part, n'était pas absolument identifié par l'institution publique. Et donc, l'association, donc le CLAP, le Cercle libre des attachés de presse cinéma, s'est créé avec cette idée et tous les attachés de presse ont répondu positivement au fait d'adhérer à cette association, de réfléchir ensemble. C'est ce qu'on fait depuis. Bien sûr, tous les attachés. Vous êtes tous les trois. Les indépendants. Alors, effectivement, ce besoin est né du fait qu'on est, pour la plupart, 80%, je dirais, des attachés de presse indépendants. On citait les cas de majors qui, eux, ils ont des services de presse internes et une ou deux agences qui fonctionnent autrement, le Public System Cinéma, voilà, des structures qui ne sont pas indépendantes, mais tous les indépendants avec des statuts les plus divers n'étaient pas effectivement, n'avaient aucun ni syndicat ni association. Et ça nous a permis effectivement de nous adresser au Centre national de la cinématographie, au CNC, aux institutions, de pouvoir vraiment agir en tant que corporation de métier. Et ça nous a ouvert effectivement des possibilités d'aide pour la crise sanitaire. Et la réflexion, évidemment, se poursuit parce que nous demandons effectivement à être présents aussi dans des commissions du CNC pour des aides à la production des films, de pouvoir participer à des tables rondes, mais qui posent vraiment des questions, des réflexions sur comment, dans le futur, travailler sur la promotion des films, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais face à des institutions publiques, face à des interlocuteurs de l'industrie, à des distributeurs, des producteurs, des représentants des médias, dans une façon constructive, parce qu'en fait, on considère que on peut participer à cette réflexion pour préparer le monde d'après, en fait. Je voudrais dire quand même que c'était quand même incroyable. On s'est rendu compte avec ce confinement que notre métier n'était reconnu nulle part. Il n'y avait aucune ligne dans toutes les conventions possibles et imaginables du CNC sur le métier d'attaché de presse. Alors, je ne dis pas que nous sommes un métier indispensable, mais quand même, on est à un poste important de l'industrie cinématographique et on s'est rendu compte que nous n'existions nulle part. C'était quand même... Et d'ailleurs... Ils disent que tout ce qui est distribution, exploitation, etc., l'État a beaucoup donné. Ouais. Ah pardon, j'ai oublié. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, tu disais que dans le système des aides... Dans les aides, le CNC a beaucoup aidé les distributeurs, les exploitants, producteurs. Bien sûr. Et effectivement, les attachés de presse n'existaient pas. Et surtout parce qu'on est au registre du commerce. C'est quand même une minorité. Oui, c'est ça, on est une minorité, ce qui est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'existe même pas en tant que référencement au registre du commerce. Profession, oui. Non, parce comme notre profession n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a tous un code, c'est ce qu'ils appellent les codes APE. Les codes pour être, quand tu t'enregistres au registre du commerce. Enfin, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que personne n'avait le même. Alors pour certains, c'est métier d'art, d'autres, c'est communication, je ne sais pas quoi. D'autres,
Ce qui veut dire que notre métier, en tout cas, n'existe pas, n'est pas reconnu dans aucune législation. Absolument, mais ça, c'est dû au fait qu'effectivement, on a des parcours tellement différents qu'on a des statuts très différents. C'est-à-dire qu'il y a qui exercent ce travail en profession libérale, en agence, en société, un auto-entrepreneur. Donc, les statuts sont les plus... Enfin, quelqu'un salarié, intermittent de spectacle. Donc, ayant des statuts très différents, comme pour tous les métiers, on a des guichets, si on peut, d'aide les plus divers, d'aide ou de toute façon même administratifs, fiscaux, différents. Et donc là, il s'agissait juste, indépendamment de nos statuts respectifs, d'être reconnus comme métier. Et ça, c'est un lobbying qui a porté ses fruits, puisqu'indépendamment maintenant de nos statuts, on a eu accès à des aides pour les adhérents au CLAP, en tout cas en tant qu'attaché de presse cinéma. Et donc ça nous a permis une petite fenêtre. Ça n'a pas réglé tous nos problèmes, mais ça a eu au moins l'intérêt de prendre conscience, en tout cas d'imposer et de faire prendre conscience que c'est un métier à part entière qui est reconnu, etc. Et donc, on espère que ça sera... Que dans les années à venir, après, les problématiques spécifiques seront prises en compte. J'espère pas en cas d'autres crises que celle que nous avons vécue. Donc, quel avenir pour le futur? On va en parler. Pour vous, pour le cinéma en général et pour les spectateurs, on est obligé de parler de Netflix. Comment vous vivez ce mastodonte étrange, c'est-à-dire, tu regardes... Attendez, je voudrais juste savoir qui est abonné, qui regarde Netflix dans la salle. Pas plutôt, non. Oui, mais je crois que vous êtes minoritaire dans ce coup. Mais c'est pas un reproche, c'est pour savoir. Mais je suis abonné à Netflix. Bon, mais comment? Ah si, hélas, on peut pas dire ça. Non, il n'y a pas rien sur Netflix. Ils sont malins, ils produisent des films d'auteur. Hein. Ouais, mais ils sont très malins. De plus en plus. Voilà. Mais ils sont très mal organisés. Oui, c'est un bordel. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un attaché. S'il y a un attaché de presse de Netflix. Ah bon? Mais il y a des bureaux et des bureaux. C'est pas vrai. Et chaque auteur a son attaché de presse qui le suit sur Netflix. Mais Netflix a ils ont un service de presse interne. Mais plusieurs. Mais après, ils ont un gros service de presse interne. Mais par ailleurs, ils peuvent avoir des attachés de presse attitrés sur des projets. Campion, c'est Jean-Pierre. Ah oui. Est-ce que vous avez travaillé déjà avec Netflix ou pour Netflix? Non, jamais. Moi, non. J'ai pas travaillé, mais j'ai justement un auteur que je suis, que tu connais bien, qui s'appelle Gilles Marchand. Ah bah oui. Gilles m'avait demandé comme j'ai suivi tous ses films au cinéma, toutes ses sorties. Il m'a dit voilà, j'ai un documentaire que je suis en train de faire pour Netflix, mais j'aimerais bien. Est-ce que tu peux être avec je connais pas le service de presse, je sais pas comment ils veulent fonctionner. Apparemment, ils veulent pas trop le montrer. Plus c'était sur, je sais pas si vous avez vu le documentaire, c'est sur le petit Grégory. L'affaire Grégory. L'affaire Grégory. Donc c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a réalisé. Et du coup, il m'avait dit, est-ce que, moi, j'ai jamais travaillé avec Netflix, je sais pas comment ça se passe. Et donc j'ai vu un petit peu mais un petit bout, parce que je lui ai dit, moi, je sais pas, donc j'ai pas été payé, j'étais juste là pour regarder. Et ce que Gilles m'avait demandé de faire, il me dit, est-ce que tu peux me dire comment tu penses qu'il faut faire et tout. Arrivé devant Netflix, je ne sais pas du tout comment on pouvait faire, puisque les gens, c'est pas pour forcer les gens à aller au cinéma, c'est qu'ils le regardent chez eux, Netflix, n'importe quand ils veulent. Il y avait une date de sortie, mais ils ne savaient pas, il ne fallait pas la donner, il ne fallait pas la dire, donc tout est caché. Donc je dis, mais comment on travaille alors? C'était très compliqué. Et donc en fait, ils avaient en plus très très peur de l'affaire, de savoir comment ça allait être pris. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils cachent. Ils cachent tout, ils ne montrent pas. Et petit à petit, ils débraient avec un petit... Ils appellent un journaliste et ils le montrent à un tel. Et puis ils voient si ça prend ou si ça prend pas. Et puis en fonction de ça, si ça prend, c'est bien. Ils montent une petite stratégie comme ça. Mais souvent, le film est déjà en place. Et c'est là qu'ils commencent à faire la presse. Mais c'est ça qu'ils sentent les choses. Oui, parce qu'il y en a eu parce qu'avec Gilles, on avait dit non, pas du tout. Mais j'ai discuté du coup avec l'attaché de presse qui s'occupait de chez Netflix. Mais j'avais l'impression de rentrer dans un truc complètement paranoïa. Ils étaient fermés. C'était une sorte de prison.
mais qu'est-ce que je disais, quoi. J'avais fait une liste de journalistes qui suivaient Gilles en me disant ce serait bien d'inviter un tel, ou de leur montrer en tout cas. Et ils me disaient ah non, on veut pas le montrer. Bon. Alors après, je disais Gilles, tu veux, je peux rien faire de toute façon puisque c'est comme ça. Donc, ouais, je sais pas. C'est très compliqué de travailler avec Netflix. Attention, parce que par contre, là, tu parles d'un cas très précis, mais en revanche, on parlait effectivement de grands auteurs qui commencent à arriver chez Netflix. Et l'arrivée des grands auteurs signifie lancement internationaux. Parce que, en fait, ce qui se passe par ailleurs, moi, effectivement, je suis souvent présente dans des grands festivals, au-delà de Cannes, mais ça peut être à la Mostra de Venise, au Festival de Berlin. Et dans ces festivals, Cannes fait exception pour des raisons diverses que je pourrais évoquer, mais les films Netflix sont souvent sélectionnés en compétition, dans les grandes compétitions des festivals internationaux. Je n'ai pas compris que ça puisse se faire. C'est le cas de Venise. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, en fait. Le Festival de Cannes a fait un choix qui est un choix qui... soi-disant moral. En fait, qui est un choix faussement moral, parce que c'est un choix qui est qui est conditionné par le fait que les exploitants de France se rebellent. J'ai vu qu'MK2 allait montrer, allait faire une semaine. Il y a un festival de cinéma Netflix. Mais ça, oui, c'est la nouveauté. Roma a été montré au Grand Action. Soutenu par MK2. Mais Roma a gagné un Lion d'Or à la Mostra de Venise. Jane Campion a eu le prix de la mise en scène à Venise cette année. Oui, on peut le voir, on va le voir au cinéma. Moi, j'ai de l'espoir sur l'exploitation des films. Mais un thème de promotion, je reviens à ça par rapport à la presse, parce que donc toi tu parlais de films qui ne sont pas montrés à la presse. Alors moi j'ai vu en revanche les films qui sont présentés en compétition dans les festivals, et c'est effectivement Jane Campion cette année, comme Roma, etc. Ces films, quand ils sont... Alors Netflix arrive en force un festival, donc moi qui souvent défends des films en festival, en compétition, donc j'ai ces films en face, mais le service de communication de Netflix, un festival, est massif. Alors là, pour le coup, c'est-à-dire qu'ils prennent en otage, par exemple, toute la presse, qui vaut évidemment, en général, c'est des gros films, et par exemple, ils peuvent les amener pendant une journée entière en press junket, donc parce qu'un festival, sur des gros projets comme ça, on fait une promotion presse, ce qu'on appelle des press junkets, c'est-à-dire que la presse est mobilisée pour une journée presse ou de façon à la chaîne. Pendant un quart d'heure chacun, ils ont accès à... Alors, dans ces cas-là, si par exemple, il y a une brochette d'acteurs, on leur impose de passer devant tous les acteurs. Donc, qui ne choisissent pas, en fait. Du moment où tu t'engages, alors parfois, il peut y avoir des signatures de clauses d'embargo, etc. Mais en tout cas, ils sont pris en otage pour une journée de promotion presse. Et alors, dans ces cas-là, si ton film, par malheur, passe ce jour-là, les journalistes disponibles, ils ne sont pas nombreux parce qu'ils sont sur l'île, par exemple, sur l'île, alors à Venise, ils les amènent carrément sur des endroits. Ils peuvent être sur... C'est une fiction. C'est tout à fait... C'est un film d'horreur. Alors moi, je reste à terre. N'empêche que en tout cas, donc, c'est pour dire que la presse, là, pour le coup, elle n'est pas du tout... Ils font très, très attention. Ils font des gros lancements, en fait. En fait, ils peuvent passer de... C'est-à-dire, Tony, je pense qu'ils font très, très attention. Je pense qu'ils... je ne sais pas s'ils... Je connais pas assez. J'ai juste cette expérience, donc je peux pas. Je pense que tu connais encore mieux que moi. Et effectivement, dans les festivals internationaux, ils ont une force de frappe telle qu'effectivement, ils peuvent lancer et c'est dans le monde entier souvent que le film sort en même temps. Donc ils doivent effectivement avoir un panel de journalistes qui sont dans le monde entier, entre guillemets. C'est ça. Et donc, quand tu es dans un grand festival international, ils vont choisir vraiment les journalistes et les pays avec lesquels ils veulent travailler. C'est-à-dire que c'est une force de frappe comme ça. Ils choisissent. C'est pas comme nous qui arrivons avec. On essaie de choisir les journalistes, mais nous, c'est-à-dire on essaie déjà de les faire venir voir notre film. Eux, ils ont même pas ce problème-là souvent. Avec Netflix, c'est un tel poids d'avance leur film. Enfin, le film de Jane Campion, forcément, ils arrivent avec un film de Jane Campion. Tout le monde, tous les journalistes du monde entier vont vouloir voir le film. Donc, ils ont juste à choisir parmi tous ceux qui veulent voir les privilégiés, on va dire. Alors que nous, on arrive avec notre film par derrière. Nous, on a envie de le montrer au maximum de gens, au plus nombreux. C'est là où je disais que Netflix
travaille différemment, je pense, que nous, dans un service de presse, c'est qu'ils maîtrisent. Ils essaient de le plus maîtriser, où nous, on est peut-être un peu moins fort pour pouvoir maîtriser exactement. Après, ça dépend du film que tu as en face. C'est-à-dire, si tu défends le petit film d'auteur, mais si tu as un gros film en face, tu peux... Là, ça va au-delà du fait que ça soit Netflix ou pas. J'avais envie de vous dire, mais en quoi ils ont encore besoin des journalistes et des attachés de presse? Parce que de toute façon, comme vous l'avez rappelé, généralement les papiers dans les journaux ou les télés, tout ce que vous voulez, sortent quand la série ou le film est déjà en première diffusion sur Netflix. Et là, on peut dire on n'est pas content, etc. C'est l'assurance que des centaines de milliers de personnes vont le voir dans la journée, par exemple, parce que c'est mondial, sortie mondiale. On a des exemples fameux sur cette série, la coréenne, qui est sortie un truc d'horreur, etc. Les chiffres, mais c'est renversant, oui. C'est une épouvante. Et les chiffres, ah oui, c'est un truc dégueulasse, vraiment. Mais les chiffres de vision. Alors attention, parce que Netflix, pour avoir des chiffres sur l'audience, on les a jamais. Alors on les a par la bande. Tu citais le cas de Gilles Marchand pour ça. Il a jamais su combien. Alors qu'est-ce que ça veut dire regarder Netflix? 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 1 heure. Mais non, eux-mêmes ne le savent pas. Moi, je voudrais... Eux-mêmes ne le savent pas. Ils considèrent, je crois, que 3 minutes par exemple, sur la série de Gilles Marchand, qui était quand même au long et assez ardue, ça veut dire que les gens l'ont regardé. Non. Rien n'indique qu'ils ont continué à le regarder, etc. Mais leur force, c'est pour ça que je posais cette question provocatrice et exprès, c'est en quoi ils ont encore besoin de journalistes et d'attachés de presse? Parce que c'est plutôt rassurant ce que tu disais, qu'ils sont même prêts à kidnapper les journalistes, les foutre sur une île, je ne sais où, au large de Venise, pour quand même montrer le film de Jane Campion. Qu'est-ce que tu voulais dire, Mathilde? Ce que je trouve assez curieux, c'est que Netflix se paye des cinéastes de renommée internationale, et quand vous regardez sur Netflix, le nom du réalisateur n'apparaît nulle part. Nulle part. Il n'y a jamais. pas de générique déjà. C'est extraordinaire. Je sais pas si vous avez fait l'expérience. On ouvre le truc. Dire quoi, alors, madame? Oui. Non. Vous cherchez un film de Jane Campion, je vous mets au défi de trouver... Si vous tapez Jane Campion sur leur moteur de recherche, vous allez tomber sur le film de Jane Campion. Oui, mais sur la fiche, qui est le crochet, la croche, le hameçon, il n'y a jamais... Alors que quand même, j'ose espérer que quand on regarde une affiche de cinéma, on regarde d'abord le nom du réalisateur ou la réalisatrice. Oui, les acteurs. Oui, voilà. Il y a monsieur qui voulait dire quelque chose là-bas. Mais il y a des films de cinéma sur Netflix, ouais. Parce qu'on a tellement de mal. Moi, je produis des documentaires. On a tellement de difficultés aujourd'hui pour financer les films. Oui, que beaucoup se laissent embarquer par Netflix. Ça, c'est vrai. Oui, c'est pour ça qu'ils y vont. Ouais. Parce que notre boîte existe depuis plus de 50 ans. Elle existe grâce à son catalogue. C'est quoi votre boîte, madame? Ah ben oui, Iskra. Oui, l'étincelle. Voilà. Iskra. Plein de rétrospectives parce que c'est le centenaire de Chris. Mais oui, c'est Chris voilà. À Saint-Pétersbourg. Bah oui. Voilà. Mais nous, on ne produira jamais avec Netflix parce qu'il reste propriétaire du film. En plus. Vous perdez tout. Producteur. Vous perdez tout. Donc, quel est l'intérêt? Nous, on existe encore. Mais l'intérêt, si, l'intérêt, je le comprends. Il y a, quand vous posez la question à, par exemple, à Scorsese, parce qu'on lui dit, mais enfin, vous qui défendu, restaurer des films d'auteur, cinéphile fou, qui lui... Très bon à son âge. Oui, non, pas terrible, mais qui a quand même fait des films mémorables, etc. On lui dit, mais qu'est-ce que vous foutez sur Netflix? Il dit, parce qu'aucun studio hollywoodien n'a voulu produire son dernier film. Et c'est Irishman, je crois, c'est ça? Bah, Netflix est arrivé avec ses millions, car il a des millions. Mais croyez-moi, je regrette, je le déplore, il y a d'excellents documentaires sur Netflix. Et d'excellents films aussi. D'excellents films. Ben voilà, mais nous sommes... nous sommes d'accord. Vous savez, c'est Godard qui disait regardez en bas, baissez les yeux vers l'écran, ou regardez le cinéma. Il avait tout compris avant tout le monde. Oui, mais enfin les ordi, si tu baisses la tête aussi. Voilà. Mais la presse, en même temps, si je pourrais, chacun ses responsabilités. La presse a aussi la responsabilité du fait qu'aujourd'hui, elle consacre quand même de la place aux plateformes. C'est-à-dire que ce soit sous format de séries ou de films de long métrage, effectivement, justement, j'ai regardé la dernière fois, je feuilletais les Inrecuptibles. Les Inrecuptibles, par exemple,
ont maintenant des pages séries. Enfin, c'est vraiment. Elles sont bien faites. Mais après, la qualité, je ne mets pas en discussion la qualité de la plume, et c'est agréable. Mais en tout cas, aujourd'hui, alors ça s'impose, la presse consacre quand même très bien ouvrir des pages culture avec Viviana, une série, un film. par exemple, j'ai discuté récemment avec un des responsables du service culture de Libération, à qui la direction du journal a fait le reproche qu'il ne parle pas des séries et qu'il ne parle pas des plateformes. Si le samedi le font. Oui, enfin léger, parce qu'ils résistent. Hein. Ah ouais. Et ils se sont fait engueuler, quoi, très prosaïquement, engueuler en disant vous ne vivez pas dans le monde réel. Et donc, la personne en question, vous connaissez tous, a répondu, je crois que c'est toi qui ne vis pas dans le réel. Et moi, je suis au contraire dans un réel de la résistance à cette plutôt consommation que vision du cinéma. Mais ils subissent, et je pense qu'ils vont perdre cette bataille, parce qu'ils subissent cette pression en disant, ben oui, mais nos lecteurs réclament, ce qui est complètement utopique. C'est pas, ils n'ont pas fait de sondage pour savoir, ils n'ont pas le 06 de les gens. Hein, bon, donc, non, mais c'est souvent ça, c'est les gens. Mais moi, j'ai dit, une fois, mais t'as le 06 de les gens, je vais les appeler, comme ça on saura. Mais c'est pour te dire, par exemple, les Arocs, c'est flagrant. Ils faisaient quels petits articles, maintenant ils font 4 ou 5 pages. Presque autant que sur les films. Oui. Donc, mais comment dire... Moi, ça m'a frappé, en fait. Bien sûr. Mais en revanche, pour défendre de l'autre côté aussi la presse, moi, j'ai vraiment... ces questions-là, vraiment, me tiennent très à cœur. Et en fait, je me rends compte, et j'ai interrogé, et aussi, toujours pareil, c'est avec ce regard que j'ai aussi... j'interroge beaucoup de journalistes de la presse étrangère également. Aujourd'hui, le statut la presse étant vraiment très en crise financièrement, le statut des journalistes s'est beaucoup précarisé. Et ce qui fait que beaucoup de journalistes ont un statut de pigistes, donc de collaborateurs. Et ça, c'est ça qui a changé radicalement aussi dans les choix éditoriaux, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes ne sont pas maîtres de leur choix. En fait, fut un temps, ils pouvaient avoir un coup de cœur sur un film, être en conférence de rédaction et dire j'ai envie d'un film génial, j'ai envie d'interviewer le réalisateur, etc. Aujourd'hui, tous ces journalistes que je vois en festival, par exemple, etc., y compris quand effectivement des journalistes de la presse étrangère me disent moi je suis pigiste, moi si je fais l'interview de ton réalisateur, pigiste, donc c'est un collaborateur extérieur, pas salarié, donc c'est une forme de collaboration. Et donc, effectivement, ils n'ont pas ce choix éditorial de pouvoir imposer un coup de cœur, la rencontre, une interview, etc. Et là, c'est effectivement la rédaction en chef, poussée par la régie publicitaire, qui peut pousser à avoir des noms, effectivement. Donc, en fait, finalement, beaucoup de choix éditoriaux se font sur des noms parce que et c'est pas le journaliste qui aimerait, mais dont, son choix peut ne pas aboutir. Alors, effectivement, puisqu'on parle d'actualité récente, je suis resté un peu sidéré, pour rester poli, devant le fait que Netflix organise un festival de cinéma qui est parrainé par Télérama. Alors, MK2 qui est donc le producteur-distributeur. Voilà. Qui a vendu le catalogue Truffaut à Netflix. Comment ça, je sais pas, Mathilde. C'est un journal de télé au départ. Absolument. Oui, mais ça vient de là. Moi, je pense que pour le coup, Télérama, je trouve pas ça absurde. D'accord. Ils sont servis, j'imagine, de ça. Nous, journal de télévision. Non, après, alors moi, je voulais dire, ils vont se défendre comme ça. Je voulais dire autre Mathilde. chose. Je réponds pas à ta question, mais je voulais revenir à notre métier d'attaché de presse et subtilement comment les plateformes ont déformé les critiques de cinéma, puisque on peut tous dire tous les quatre, quand on a commencé à travailler, on faisait des projections de presse, les projections de presse étaient remplies. Et les journalistes venaient avec appétit, on va dire presque. Et aujourd'hui, je vous mets tous au défi de faire déplacer un journaliste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude de regarder sur leur écran d'ordi. Donc n'importe quel film réalisé en 35 mm par un très grand réalisateur équivaut à une série télé réalisée en 3 jours. Et donc là, il y a vraiment une infiltration très sournoise des plateformes dans le regard même des journalistes qui sont censés regarder un film sur grand écran, c'est-à-dire le support pour lequel il a été réalisé. Et voilà, et on le vit toutes les heures de notre journée. Voilà, ce qu'on fait de la journée, c'est que, en tout cas moi, je me bats tous les jours avec les journalistes qui nous demandent des liens avant même que je puisse dire mais il y a une projection demain.
Et voilà, donc voilà vous comment, savez tous d'une ce que c'est certaine qu'un manière, lien. les plateformes se sont insinuées dans le... On vous envoie un lien, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire lecture sur un ordinateur, son très mauvais, alors que, lumière défaillante et cadre, voilà. Alors que se déplacer dans une... pendant qu'ils le regardent, hein, parce et sans savoir ce qu'ils font pendant qu'ils regardent. Et alors regardent. que se déplacer dans une salle de cinéma, la lumière s'éteint, tout ce qu'on aime dans le cinéma, quand même, ne vous met pas dans la même disposition que faire la cuisine, regarder un bout, faire un thé. Arrêter. Et il m'est arrivé très très souvent d'appeler des journalistes. J'ai appris qu'il y avait des mouchards maintenant sur les oui. liens. C'est très bien voir ça. Quand tu as commencé à regarder le film, si tu as arrêté, quand tu es arrêté. Ouais. Très bien. J'adore. C'est pas du tout du flicage, mais si un journaliste vous dit ah non mais la fin c'est épouvantable, tu dis bah oui, mais t'as arrêté au bout de 20 minutes. Ah non mais ça j'adore. Moi je sais qu'il a regardé 20 minutes d'un film, moi je regarde absolument. Et il m'est arrivé très souvent d'appeler des journalistes en disant je te dérange pas, il dit non je suis en train de regarder un film. Voilà, je te dérange pas, voilà. Ça laisse songeur. Déjà 1h20 qu'on parle. Hein. Alors s'il y a des questions, c'est le moment. Allez-y monsieur. On vous entend pas. Alors attendez, je fais le boulot. Qu'est-ce qu'elle pense des TV d'1,30 m? J'en ai une, avec un lecteur Sony, des DVD et puis un making-of. Qu'est-ce que vous en pensez? L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais je suis d'accord, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, moi je suis aussi. Oui, mais d'aller au cinéma, c'est quand même toute une autre affaire. Mais c'est des histoires... Oui, mais voilà. Ce que ils viennent de dire les uns les autres, et moi j'abonde là-dedans, c'est un rite, le cinéma. Ce rite est... une communauté humaine. C'est une communauté, merci Agnès. Oui, donc c'est cette communauté-là qui est en péril, qui est menacée. Il y a une organisation de ce péril, de cette menace, on dit oh les salles, ça suffit, etc. machin, et qui est l'écho aussi de l'organisation de nos vies complètement fragmentées, explosées, en disant ah, c'était génial pendant le confinement, on pouvait regarder son ordinateur. Tu parles de génial, moi je ne m'ai jamais senti aussi seul de ma vie qu'en regardant des conneries, notamment sur Netflix. Hein. Bon, donc oui, bien sûr. Quoi? On vous entend pas, madame? Mais c'est pas qu'on y va, c'est qu'on y est. Non, et on n'a pas atteint le pire. Mais non, mais il ne s'agit pas de... Comment dire? On ne va pas sortir... Oui, j'entends bien. Mais on ne va pas sortir les mouchoirs et se lamenter parce que ça ne sert à rien. Mais moi, je crois que le cinéma n'est pas mort. Hein. Je ne suis pas du tout pessimiste. Hein. C'est bien. Mais ce n'est pas simplement... Vous avez raison, hein, il y a un esprit de résistance. Mais je trouve que ça interroge et leur métier. Tout ce qu'ils viennent d'en dire et de l'état actuel des conditions de projection d'un film, de vision d'un film, ça dit effectivement autre chose, aussi intéressant, mais évidemment beaucoup plus intéressant, y compris politiquement, sur comment vit-on, qu'est-ce qu'on accepte de voir, dans quelles conditions. Et c'est vrai que, c'est tout simple, vous l'avez tous fait, on ne va pas jouer les innocents et les anges, regarder un grand film classique du répertoire sur un écran d'ordinateur, on peut arrêter, on peut varier le format du film, c'est ahurissant, chose qui était absolument et heureusement interdit dans une salle de cinéma, je ne sais pas comment on aurait réduit la salle, mais vous savez la fameuse expression « bigger than life », plus grand que la vie, là je la trouve beaucoup plus petite quand on la regarde sur un ordinateur. Non, mais ça dépend, on a un autre rapport au film. Si on veut travailler sur un film, si on veut comprendre, je sais, avec l'équipe de Marqueur, je pourrais passer des heures à disséquer le fond vert et rouge. Oui, mais Chris Marker... Non, mais Chris Marker aussi a beaucoup joué avec les nouveaux... Oui, mais Marker a beaucoup joué avec les nouveaux formats, de filmer avec le téléphone, etc. Il n'était pas en retard. Hein. Oui, il était un des premiers à faire ça. Oui. Monsieur. Bonjour. Merci pour cet échange. Moi, ça m'a fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir. J'avais juste une question. C'est un peu technique sur votre profession. Parfois, est-ce que vous êtes catégorisé parfois, par exemple, vous avez parlé d'Abbas Kiarostami, de Honoré. Donc, comment ça se passe? On vous dit plutôt élitiste, par exemple, ou bien alors plutôt film populaire, plutôt film de genre? Comment ça marche, ça? Et autre question après, désolé. Est-ce que donc ça forcément crée des liens plutôt favorisés avec la presse, certaines presses, ou une autre? Et est-ce que des fois, il n'y a pas le risque de trop de promiscuité parfois?
Donc voilà, c'était un peu cette question. Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. En tout cas, si moi, je peux répondre pour moi. Je laisserai mes collègues répondre pour eux. Mais en tout cas, au vu des choix qu'on fait sur des films qu'on défend et des auteurs avec lesquels on travaille, effectivement, et je ne dis pas que c'est bien, hein, parce que je regrette un peu. Moi, j'adorerais m'occuper d'une grande comédie américaine. On ne me le propose jamais. C'est vrai qu'on me propose ce qu'on appelle des films d'auteur, que j'aime vraiment énormément. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à défendre ces auteurs. Enfin, je crois que oui, je pense que j'ai consacré beaucoup de ma vie, et je le fais avec joie, avec plaisir, parce que je les aime. J'aime Christophe. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est pas une torture, mais c'est vrai que je suis cataloguée, moi, en tout cas, attachée de presse film d'auteur. Voilà. Et ça me va très bien. Et si on me propose... Voilà. Non, mais est-ce que Tony fait beaucoup plus de films français plus... Moi, je fais que des films français. Voilà, on me propose que des films français. Voilà. On me propose pas on m'a jamais proposé. Si j'ai fait The Rider, le film de Chloé Zhao, c'est le dernier film. C'est le premier dernier film américain. Non, je peux faire des films belges. Peut-être, mais bon, parce que c'est différent de français. Non, voilà. Un peu suisse aussi, j'ai fait. Je m'occupe des films de Jean-Stéphane Brault. Aussi des films français avec un casting. C'est ça que je voulais dire. Parce que des films estoniens, par exemple, j'ai travaillé sur deux films estoniens d'un réalisateur que j'adore. Voilà, un film estonien en noir et blanc, en plan immobile. Oui, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est Isabelle Huppert, exceptionnellement. Souvent, c'est vrai que à partir du moment où on commence à travailler sur certains films, que ça se passe bien, c'est vrai qu'on a tendance à nous proposer souvent ce genre de film. Moi, je sais qu'il y a eu un moment où j'ai fait beaucoup de premiers films. J'ai eu Les Combattants, Petits Paysans, je sais pas, des films comme ça qui sont venus. Et comme ça se passait bien, mais sans arrêt, j'avais l'impression d'être catalogué attaché presque de premiers films. Donc j'adore les premiers films, donc c'est génial. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, tiens, pourquoi pas un deuxième? Et les distributeurs m'appelaient en me disant, alors on a pensé à toi parce que c'est un premier film. Je me dis, oui, pourquoi pas? Alors c'était sympa, mais j'ai essayé de me dire pourquoi, parce que c'est un premier film français, on me le propose. Alors j'allais dire tant mieux, parce que j'ai pas à me plaindre, et j'aime beaucoup les premiers films, parce qu'après, quand ça se passe bien, il y a le deuxième, il y a le troisième et tout ça. Mais voilà, c'était juste pour répondre à la question, c'est que tout d'un coup, on est assez catalogué dans quelque chose en fonction. Et à l'inverse, si avec un film ou un auteur, ça se passe mal la première fois, faut pas croire, pas forcément de notre faute, mais parce que le film n'est pas forcément réussi ou que la presse ne fonctionne pas, faut pas croire qu'on va voir le second après, voire rarement. Alors, il y avait une deuxième question sur, c'est ça, la promiscuité avec certains journalistes. C'est-à-dire que, effectivement, vu les types de films sur lesquels on travaille, forcément, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai jamais travaillé avec Hanouna, par exemple, je ne sais même pas qui c'est. Vous voyez, donc, effectivement, par contre, avec... Il sait qui tu es, tu sais. J'espère bien. Méfie-toi. D'ailleurs, ils m'ont appelé un jour et j'ai dit, mais je ne connais pas cette émission, de quoi vous me parlez? Je l'ai fait un peu exprès parce que je ne les aime pas du tout. Et mais oui, forcément, on s'adresse pas, on n'a pas les mêmes... Moi, je travaille beaucoup avec des cinéastes asiatiques. Et par exemple, je vais citer l'exemple de Koreeda, qui est quand même assez connu, qui a eu une palme d'or. Et quand il a eu sa palme d'or, on peut penser qu'il aura accès à une visibilité quand même plus importante. Et je peux vous dire qu'aucune télé n'en a parlé. Zéro. Vous vous rendez compte? Une palme d'or. Et Amour, sans aller chercher un cinéaste japonais, Michael Haneke, Amour avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, aucune télé n'en a voulu non plus. Parce que c'est un sujet qui n'intéressait pas les gens. Il a fait 1 million d'entrées. Mais ça n'intéressait pas, c'était trop difficile. Oui, on entend, venez passer une journée avec nous, vous verrez. Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y, monsieur. Oui, il y a 2 questions là. Allez-y, monsieur. Bonsoir, merci pour vos échanges et merci de présenter un peu les coulisses du cinéma, c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé des attachés de presse internationaux, des différents types d'attachés de presse. Et je me demande, et vous avez parlé de Clap aussi, je me demande si Clap ne va pas s'arrêter au P, c'est-à-dire vous disiez... Alors c'était je sais plus, cercle libre des attachés de presse, et après vous avez dit du cinéma, donc normalement il y a un C, mais en fait je pense que, j'imagine que en fait le métier d'attaché de presse, et là c'est l'objet de ma question, est-ce que le métier d'attaché de presse ne va pas en gros être généralisé à globalisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'attaché de presse cinéma, de spécialisation.
vu que les médias se mélangent, voilà. Moi, je pense que vous avez raison. Agnès Chapeau a dit que je pense que vous avez raison. Je ne sais pas quand, mais finalement, on n'aura plus besoin d'attaché de presse. Ça dit, il y a déjà des grosses boîtes d'attachés de presse qu'on ne va pas citer, puisqu'il s'agit du Public System, qui fait déjà ça. C'est-à-dire, ils ont une armée de... Je ne crois pas que ce soit majoritairement le cinéma dont ils s'occupent maintenant. Hein. Si, toujours. Les festivals... Oui, c'est vrai. C'est le oui. cinéma, mais ils sont aussi organisateurs de festivals. Oui, c'est ça, de ce qu'on appelle les événements culturels, etc. Ce que vous dites, c'est pas un reproche que j'ai contre le Public System, mais ça existe déjà à une petite échelle. Il va y avoir que du marketing. Oui, moi je pense qu'il va y avoir... Mais en fait, c'est juste dans... C'est dans le cinéma où vous pensez qu'il y aurait une presse spécialisée après musique, littérature et qu'on ferait tout. C'est ça? C'était pas ça la question. Hein. Ça me semble plus difficile. Ah oui. Mais on le fait déjà, on s'occupe de tout ça. On s'occupe déjà de la presse écrite, des télés, des radios et du digital. On le fait déjà. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce que nous on fait, par exemple, ça m'est arrivé, par exemple, personnellement, ça m'est arrivé qu'on me sollicite pour m'occuper, par exemple, d'un spectacle de théâtre, etc. Mais j'ai toujours dit non, parce qu'effectivement, nos interlocuteurs jusqu'à aujourd'hui, dans la presse culturelle, en fait, on a effectivement des critiques cinéma, des critiques théâtre, des critiques littéraires. Donc, en fait, chacun s'est spécialisé vraiment dans un secteur culturel. Après, ce que dit Agnès est juste, effectivement. Je pense que ce n'est pas un métier d'avenir. En tout cas, c'est un métier qui est en train d'évoluer et que, par exemple, je vous donne un exemple très concret, c'est-à-dire ma propre petite agence est en train de se diversifier. Alors, pas tant dans les secteurs culturels, enfin oui, je reste très attachée au cinéma, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de ce qui sont les limites aujourd'hui de notre métier, en tout cas les réflexions l'importance de se poser la question de ce que peut être le métier à venir. La communication aujourd'hui passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc effectivement, moi par exemple, j'ai développé une agence de communication digitale qu'on essaie d'éditorialiser. Et en tout cas, on propose maintenant à nos distributeurs, au-delà de ce qui sont les prestations de relations presse, vraiment du contenu, c'est-à-dire on réfléchit à des campagnes de communication digitale. Alors, en amont, ça me peut laisser aberrant de pouvoir un jour faire ça, mais en même temps, je me suis dit, il faut quand même que... En fait, c'est parti d'une bonne volonté, c'est-à-dire, moi, je veux continuer à aider ces films, qu'est-ce que je peux faire pour mes films? Aujourd'hui, je me rends compte que ce que je fais et que je continue de faire a finalement une portée de plus en plus réduite, en fait. Donc, comment, et donc autant se poser la question de comment, dans ce monde aujourd'hui qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, qu'on puisse en tout cas y apporter notre soin, notre réflexion, et de le faire avec, dans cette intelligence et avec la même passion. En fait, c'est donc communiquer sur un film à travers ce qui sont aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, ça passe beaucoup par Facebook, Instagram, Twitter. Enfin, c'est les réseaux sociaux qui touchent le plus grand nombre de publics, qui d'ailleurs, Facebook et Instagram appartiennent à Facebook aujourd'hui. Et donc, les contenus que vous pouvez voir sur les films aujourd'hui sont faits par des agences, dont la mienne de façon partielle, mais en tout cas, on essaie vous verrez par exemple sur un film, des interviews, des affiches avec ce qu'on appelle un wording, des messages très courts qui donnent une idée de ce que le film. Alors c'est effectivement terrible d'imaginer de comment pour quelqu'un comme moi, comme nous, qui ont toujours donné une importance énorme à ce qui est la critique, du coup au texte, à devoir, en fait, à penser une communication très courte, en fait, à imaginer vraiment, à penser hashtag, en fait. C'est terrible. Mais en tout cas, essayer de lui donner le juste axe, etc., c'est un peu un complément. Et en tout cas, c'est ce que disait Tony à un moment donné, de comment aujourd'hui amener ces gens-là
vers quelque chose de plus profond, nous, ce qu'on essaie de faire en essayant de communiquer, par exemple, on communique beaucoup avec, par exemple, des extraits de presse. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Évidemment, on poste, par exemple, les articles qui aujourd'hui passent dans la presse écrite par leur support web, par exemple, un article dans Libération, Le Monde, etc., à son article sur Internet, qu'on essaie évidemment de citer pour qu'éventuellement il puisse y avoir un approfondissement, on puisse approfondir un peu le sujet à travers un lien qui amène le spectateur potentiel vers un peu plus de fond. Vous connaissez la citation du président Mao? Connais les armes de ton ennemi pour les retourner contre lui. Voilà. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites. C'est un peu l'idée. Je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, monsieur, allez-y. Vous écoutez? Il ne marche pas? Merci, j'essaie de ne pas être trop long, parce que je pense à plusieurs choses. Mais à vous écouter tout à l'heure, les séries, c'était très mauvais. Et donc, c'était bien que la presse n'en parle pas. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, parce qu'il y a des séries très bonnes. Et par exemple, ici, au Forum des Images, il y avait eu Série Mania qui est partie ailleurs. Mais du coup, il y a des porosités entre cinéma, séries. On peut aussi trouver des réalisateurs de cinéma comme Bruno Dumont qui vont faire des séries. Donc, je ne voyais pas trop pourquoi il fallait... J'ai travaillé sur les 2 séries de Bruno Dumont. Et moi, je suis en train de travailler sur une série aussi. Mauvais, hein, on est tous spectateurs. Que par rapport à des séries faites en 3 jours, il y a des choses mieux, ça a été dit tout à l'heure. L'exemple que vous citez de Bruno Dumont qui a fait 2 séries pour Arte, là on ne peut pas dire que c'était nul et que ça a été torché en 3 jours. Et ça a été... et Mathilde, ici présente, a été l'attachée de presse de... Non, il n'y a pas de... On n'a pas... Enfin, c'est mal exprimé. Moi, j'ai mal compris, alors j'ai compris que vous n'aimez pas les séries. Et sinon, juste, je voulais dire... moi, j'apprécie de connaître le moins de choses possible d'un film avant de le voir. Donc, du coup, je suis content de trouver les dossiers de presse ensuite disponibles sur Internet. Je trouve que c'est très bien que ce soit disponible. Et par rapport aux moyens de communication, c'est un tout petit peu peut-être hors sujet, mais vous aviez dit qu'il y avait notamment les bandes annonces. Et je reproche souvent les bandes annonces qui sont trop bavardes sur un film. Quand il a été cité le film Albatros, du coup j'ai vu la bande-annonce parce qu'il passait avant un film que je voyais et j'étais un peu obligé de voir cette bande-annonce. Et souvent je reproche qu'il y a trop de choses dites sur le film. Et c'est un peu dommage. Ça. Merci. Oui, parce que c'est raison, parce que ce plaisir du secret, de la surprise, il est un peu maintenant rikiki, parce que on sait que machin dit, comment on appelle ça, spoiler, enfin des histoires. Donc en gros on vous a raconté le film avant que vous l'ayez vu. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. Il y a ce plaisir de l'inconnu. Qui s'étiole, quoi, qui disparaît pas, mais qui s'étiole. Il y avait une autre question, je crois. Pour revenir un petit peu sur la thématique de Netflix qu'on a abordée tout à l'heure, enfin que vous avez abordée tout à l'heure, on a tendance, j'ai l'impression en France, à vachement talonniser Netflix et puis toutes les autres majors, etc., bien que Netflix soit indépendant aux États-Unis. Mais indépendant de quoi? Des majors. Des gros studios pas des banques qui les financent et qui gagnent un fric fou avec Netflix. Ils ne sont pas indépendants du tout. Mais je voulais mais ils ne sont pas effectivement dans le système, le réseau des studios classiques hollywoodiens. Je voulais revenir sur l'initiative de Wild Bunch en 2016, donc une société de production, coproduction et distribution de films indés en Europe et qui vient de France. De faire du e-cinéma, c'est-à-dire de sortir leurs films directement sur des plateformes de VOD. Ils justifiaient ça notamment par un manque de visibilité dans la presse, mais aussi, surtout dans les salles de cinéma de leurs films, qui avaient des sorties très faibles et très peu de continuité, et aussi de limiter les coûts de sortie. Est-ce que vous, cette initiative, quel est votre avis sur ça? Est-ce que ça se différencie de Netflix ou pas? Voilà. Alors, oui, effectivement, cette expérience Wild Bunch était à secouer. Est-ce qu'elle continue cette expérience? Là, je pense à un film qui a été sorti directement au cinéma, c'était le film sur Strauss-Kahn, le film de Ferrara, je crois. Mais est-ce qu'ils ont continué? Non. Je crois pas, hein? Non. Je crois que ça a été une expérience unique. Ils sont un peu revenus en arrière en considérant parfois que peut-être c'était pas un si bon calcul commercial que ça, et, parce que le film n'a pas du tout marché. Qu'il soit bon ou mauvais, peu importe. Là, on parle de leur initiative. Ils sont revenus en marche arrière. Ils sont fait marche arrière parce qu'ils se sont dit, finalement, à l'ancienne, tradit. Si on l'avait montré, les journalistes ont écrit des articles, il y a eu des interviews dans la presse.
Qui ça? Ah ben alors, vous voulez qu'on élargisse à toutes les plateformes? Non, non, on n'a pas fait parler de Netflix. Mais non, non, c'est pas ça, monsieur. C'est que on ne peut. Non, quand on est dans ce métier comme eux, non. Quand on est, non, vous avez une drôle de perception du temps qui passe. Quand on est dans leur métier, on est forcément confronté. On peut appeler un mur ou un problème qui s'appelle. On l'appelle Netflix, il s'appellera autrement. Et bien sûr qu'il n'y en a pas. L'arrivée de la plateforme Disney, je peux dire que ceux qui ont peur, c'est pas eux, c'est pas nous, c'est Netflix. Ils ont peur de la nouvelle plateforme de Disney, parce que c'est le rival. Mais ça, c'est des histoires de capitalistes entre eux. Je veux dire, c'est pas trop... On peut... Pardon? Oui, mais vous allez voir qu'il va bientôt avoir des savonnettes françaises, je crois. Ah, peu ça, vous êtes bien pessimiste de penser qu'on ne l'écrasera pas. Et j'ai compris. S'il n'y a plus d'autres questions, à moins que là, non. Si, Diane, tu as une question? Vas-y. On t'entend pas. Pardon, moi, non, c'était juste pour dire que dans tout ce que vous avez dit, effectivement, Tony, Viviana et tout, bon, moi, j'étais tout à fait d'accord avec vous hein, sur pas mal de choses concernant comme une forme d'atomisation de la place qui est réservée à la culture, quand même, dans la presse écrite et dans le cinéma, entre autres, mais c'est valable. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'opéra. L'opéra, il y a que maintenant, il y a un article de temps en temps. Vraiment, alors qu'avant il y en avait un peu plus, mais bon, peu importe. Je pense que dans les plateformes aussi, Tony, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui est toujours, ils sont toujours en train de cacher un peu les dates, ils ont du mal à montrer. Par exemple, bien sûr dans les studios pour les séries TV notamment, puisqu'ici je me suis occupé de Série Mania, donc moi je me suis occupé des séries, du cinéma et tout ça, et j'ai pu voir aussi, c'était une autre, pour moi je suis passé dans un autre métier d'attaché de presse quand il y a eu la Fox, HBO et tout ça. Bon, je suis tombé un peu de ma chaise, faut bien le dire. Et, mais les chaînes françaises avec lesquelles j'étais obligé aussi de travailler, puisqu'il y avait des avant-premières et tout, c'est vrai que ça devenait kafkaïen. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chaîne ne me disait pas les sorties, bien sûr, la date de sortie de la série, parce qu'il y avait une guerre déjà entre eux. Et alors, je vous raconte pas les chaînes françaises qui aussi avaient bien sûr les séries américaines et étrangères. Et moi, donc, je me retrouvais vraiment au milieu d'un quelque chose où il faut coordonner, où moi, j'étais obligé aussi de promouvoir ce festival Sérimania qui était au Forum, qui était passionnant. Moi aussi, vous avez raison, on ne peut faire ce métier que parce qu'on aime l'œuvre et l'art, en fait, quand même, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Et donc, les plateformes, je trouve que dans leur fonctionnement, il y a quelque chose d'étrange, puisque finalement, elles ont besoin de montrer les films en projection de presse, puisque je sais qu'il y a eu des projections de presse pour certains films Netflix, entre autres, mais je ne connais pas tout, qu'elles ont besoin maintenant d'une salle de cinéma pour faire un festival, ou le club, parce que ce n'est pas présenté comme un festival, en 2 jours, il y a eu des aménagements du langage à ce sujet, et que quelque part, et ils ont acheté les catalogues effectivement du patrimoine du cinéma comme dans une légitimité. Et c'est ce que tu dis, Gérard, dans la citation de Mao. Quelque part, ils ont besoin. Le cinéma a sans doute un avenir, bien évidemment toujours un avenir, et assez fort au fond. Puisqu'on voit bien que les plateformes ont besoin de ce qui fait la force du cinéma, on va dire, pour pouvoir exister, pour avoir une légitimité, même s'ils sont très regardés, il y a beaucoup de public et tout. Bon, voilà. Et je voulais dire aussi que moi, je fais un métier qui est différent du vôtre encore, parce que ici, c'est une institution qu'il faut porter, promouvoir et qu'on aime, et défendre. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, il reste de la place dans les médias, bien sûr, pour toutes les sorties cinéma qui sont la sortie. C'est la seule et la première colonne d'une rubrique cinéma dans un journal. Mais vous verrez que les festivals sont chroniqués, bien sûr, les très grands festivals de première catégorie et quelques
festivals, bien sûr, en France et ailleurs, qui sont très chouettes. Et après viendra, quand il y aura de la place, on va dire, et elle s'est amenuisée, je pense, sur des initiatives qui peuvent être, par exemple, ABCD Honoré. Par exemple. Hein. Par exemple. Par vous exemple. avez vu que les Arocultives vous soutiennent. Hein, Écoute, oui. Oui, bon, d'accord. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, bon, il y a oui, ça, non, le métier a beaucoup changé. Tu as raison. Et c'est vrai qu'ici, on peut faire porter une institution, porter des œuvres aussi qu'on découvre, hein, et porter aussi des réalisateurs. Pour te remonter le moral tout en le massacrant, Non, sache aussi que c'est la même chose pour le cinéma de Beaubourg, que c'est la même chose pour la Cinémathèque française. Oui. Accroche-toi pour faire un article, j'en sais quelque chose, je l'ai vécu, sur un cycle à la Cinémathèque française, au Forum ou à Beaubourg, à Centre Pompidou. Oui, non. La réponse est non. Mais, ou 10 lignes. Bon, je pense que merci. Merci à vous d'avoir assisté à ce débat qui, j'espère, vous a intéressé. Et surtout, je remercie tous les intervenants qui sont ici, qui sont venus, donc Tony, Viviana, Agnès et Mathilde. Je les appelle par leur prénom, parce que je les ai toujours appelés par leur prénom, comme je n'ai pas pu avoir la convention de les vous voyez, apparemment, eux non plus. En tout cas, merci. Et comment terminer? Restons groupés. Restons groupés.